Alain, propos sur la religion. Origine des légendes. Le sociologue rêvait. On voudrait, dit-il, découvrir dans ce trésor des anciennes idées, des anciens cultes et des anciens contes, quelque chose qui ressemble aux anciens outils. Certes, la flèche est une pensée qui décrit aux yeux l'air résistant, les vagues du sillage et l'inflexible pesanteur. Mais il semble que les anciens peuples aient mis toutes leurs connaissances positives en leurs outils et les aient enfermés là. Les idées qu'ils parlaient, mimaient ou sculptaient sont des idées de fous. Comment y reconnaître le dompteur de chevaux, le dresseur de chiens, l'inventeur du blé, du moulin et de la voile? Concernant les airs, les eaux, les terres, tout ce qu'ils disaient et croyaient est fantastique. Pourtant, sur les puissants, les riches, les pauvres, sur la ruse des gouvernants, sur l'envie, sur l'amour, sur la colère, et enfin sur ce monde humain qui barre notre physique, ils en savaient à peu près autant que nous, comme les contes, les mythes et les poèmes le font voir. On voudrait supposer un état de l'homme primitif où le jugement est prompt et prudent comme l'action animale, où la stricte expérience détermine les résistances, les passages, le dur et le mou parmi les choses, car les choses ne narrent pas. L'esprit humain se serait formé d'abord à cette rude école. Mais ce ne fut pas ainsi. Tous les peuples s'accordent en cela. Les plus anciennes pensées sur le monde furent les plus fausses que l'on puisse imaginer. Je lui dis, cela prouve peut-être que ceux qui parlaient n'étaient pas ceux qui agissaient. Les outils furent trouvés par des esclaves qui ne pensaient pas au-delà de leur pioche, et les idées furent inventées par des hommes puissants dont le pain était cuit. Vous décrivez, me répondit-il, l'état actuel aussi bien. Einstein, lorsqu'il médite, n'est nullement limité par le souci de prendre au collet ou à l'hameçon son déjeuner de midi. Et cela se voit bien. Nos politiques extravaguent encore mieux. Mais enfin, l'expérience les ramène les uns et les autres, et quelquefois durement. Le plus naïf, comme le plus subtil, reviennent là. Comment la nécessité extérieure pourrait-elle être oubliée de cet animal besogneux? Aussi, quelquefois, ajoutant un mythe à tant de mythes, je me représente l'état premier des hommes sous une forme étrange. Supposez quelques paralytiques de naissance, menés en voiture ou portés au bras par de puissants génies qui ont ainsi dire sous la main tout ce qui manque à l'homme et peuvent remplir d'un geste un long désir de leur protéger. Supposez encore en ce paralytique ce que l'on remarque souvent en ces infortunés, une pensée attentive aux signes, et toujours observant ceux qui les servent, afin de deviner ce qui se passe et ce qui se prépare en ces lourdes machines, souvent oublieuses ou négligentes. Il s'agit alors de les gouverner par la persuasion seulement, car il faut tout obtenir, et même les choses les plus faciles, comme d'avancer de l'ombre au soleil, par prière ou flatterie. Il est clair, alors, que les faits de nature, comme pluie ou vent, importent beaucoup moins que les faits et orages de ces puissants génies, d'où naîtrait une pratique étrange et une physique fondée sur l'art de plaire. Et si l'on cherchait de quelle expérience sont sorties les plus anciennes idées de l'espèce, il faudrait dire que c'est d'une expérience comme celle-là, et que les hommes anciens pensaient beaucoup, n'agissaient guère et recevaient toutes choses d'une race surhumaine, dont on trouverait des souvenirs concordants dans toutes les légendes. Ainsi, les invraisemblables croyances et les invraisemblables rites s'expliqueraient par cette supposition, elle-même invraisemblable. Non point invraisemblable, dis-je, mais conforme, au contraire, à la plus stricte expérience. N'avez-vous pas bien décrit les enfants et leurs bonnes, tels que l'on peut les voir au Luxembourg? 26 avril 1922.